Il y avait d'anciennes civilisations capables de fabriquer des épées sophistiquées pour leur époque. Quand tu vois cela, tu te demandes jusqu'où l'homme pouvait aller même sans équipement moderne. Accompagne-moi. Voici les 20 épées et lames anciennes qui ne sont pas seulement redoutables, mais aussi impressionnantes à regarder. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Commençons par le numéro 20, l'épée Naoui II. Elle est apparue à la fin de l'âge du bronze, avant que le fer ne devienne courant. Elle a été fabriquée vers 1200 avant Jésus-Christ, il y a plus de 3000 ans. Son design a d'abord été vu chez les Mycéniens en Grèce, une civilisation connue pour la guerre et ses villes fortifiées. Mais ce n'est pas là que ça s'est arrêté. Il s'est vite répandu dans le bassin méditerranéen et en Europe centrale, restant utilisé même après le début de cela. Il possède une nervure centrale, cette partie surélevée au milieu de la lame qui lui donne de la solidité tout en gardant les bords fins et tranchants. La plupart de ces épées peuvent mesurer entre 60 et 75 cm de long, ce qui est parfait pour couper et pour poignarder. On le fabrique en moulant le bronze avec une soie, la partie qui s'attache à la poignée. Il y a des trous pour pouvoir y insérer et fixer solidement la poignée. Sur les versions plus chères, la poignée est parfois décorée, en bronze brillant ou ornée de détails reflétant le statut du propriétaire. Au début, de nombreuses épées se cassaient d'eux facilement à l'endroit où la lame et la poignée étaient reliées. Ils ont allongé et renforcé la soie, et ils ont ajusté la forme de la lame pour la rendre plus solide. En étudiant ce métal, les experts ont remarqué que sa fabrication n'était pas simplement un mélange aléatoire. En général, le bronze utilisé contient de 10 à 12% d'étain, un métal qui renforce l'alliage. Mais il apporte aussi un peu de flexibilité pour éviter que le métal ne se casse facilement. C'est le résultat de nombreuses générations de savoir-faire dans la métallurgie. À l'approche de la chute de l'âge du bronze, vers 1200 avant notre ère, il y a eu d'importants mouvements de population. Il y avait des guerriers qui se déplaçaient, voyageaient et apportaient avec eux leur technologie. Cela incluait la conception de cette épée. Plus tard, les forgerons en Italie ont imité cela. Ensuite, des cultures d'Europe centrale comme la culture des champs d'Urne et la culture de Hallstatt ont suivi, des groupes qui faisaient partie des premiers à utiliser le fer en Europe. Ce n'était pas seulement une simple épée. À mesure que le fer devenait plus disponible, vers 900 avant notre ère, le même modèle était toujours imité. Mais cette fois, avec le nouveau métal. Même si les matériaux ont changé, ils n'ont pas modifié la forme. Cela montre à quel point cette forme était efficace. Sur les pots, les figurines et les gravures en pierre de la fin de l'âge du bronze, on retrouve la même lame en forme de feuille. Cela correspond aux véritables épées découvertes lors des fouilles. Cela signifie que ce n'est pas qu'une décoration, il a vraiment servi au combat. Numéro 19, l'épée de l'Athènes des Celtes. Elle tire son nom du site de l'Athènes, un lieu en Suisse où ce type d'épée a été découvert pour la première fois. Les Celtes, un ancien groupe d'Europe connu pour leur art et leur habileté au combat, l'ont fabriquée. Cette épée a été utilisée du VE au 1er siècle avant notre ère. Ainsi, elle a été utilisée pendant plusieurs centaines d'années à la guerre. La lame est longue et étroite et elle est faite en fer. Souvent, elle était accompagnée d'un fourreau, un étui pour l'épée, qui était détaillé et décoré. Sa longueur est généralement de 70 à 85 cm, mais il y en a qui sont encore plus longues. La lame est droite et possède 2 bords tranchants. Ils utilisaient une technique appelée soudure à motif, qui consiste à assembler des couches d'acier pour renforcer la solidité. C'est comme superposer des couches de métal que l'on forge jusqu'à ce qu'elles deviennent une lame solide. Les Celtes faisaient déjà cela plusieurs siècles avant que cela ne devienne courant en Europe. Mais ce qui est le plus remarquable ici, c'est le fourreau. On peut voir des spirales, des courbes et des motifs ressemblant à des feuilles et à différentes formes. Mais comme ils étaient faits de matériaux périssables, ils ne sont généralement pas bien conservés aujourd'hui. Il ne reste souvent que les parties métalliques comme le pommeau et les plaques de garde. Sur certaines épées, retrouvées en Grande-Bretagne et en France, on peut voir que la poignée est encore bien formée. De nombreuses épées ont également été retrouvées dans des rivières comme la Tamise et la Marne. À cause de cela, les experts pensent qu'elles étaient peut-être offertes lors de rituels. D'autres proviennent de tombes de guerriers, accompagnées de leurs boucliers et de leurs lances. Cela montre que l'épée était importante non seulement au combat, mais aussi dans leur culture et leurs croyances. Certains anciens Grecs et Romains disaient que les épées celtes se pliaient facilement, mais selon des études modernes, ce n'est pas parce que la qualité était faible. La lame était délibérément conçue avec un centre flexible et des bords durs.
Cela signifie qu'elle pouvait absorber les chocs sans se casser facilement. Une épée solide au combat. Numéro 18, le képech de l'Égypte ancienne. Elle est apparue vers 1800 avant notre ère et a été utilisée jusqu'à l'époque du Nouvel Empire, lorsque l'Égypte était très puissante. Ce qui est particulier, c'est qu'elle ressemble à un mélange entre une hache et une épée. Sa forme rappelle une faucille, ce qui la rend facile à reconnaître. Elle mesure entre 50 et 60 cm de long. La courbe extérieure est tranchante pour couper. L'intérieur, quant à lui, ressemble à un crochet, qui peut servir à attraper le bouclier, la main ou l'arme de l'adversaire. Dans la première version, on utilisait du bronze qu'on moulait puis aiguisait. Mais plus tard, ils ont aussi commencé à utiliser du fer. Peu à peu, ils se sont adaptés aux nouvelles technologies. La fabrication du kopech n'était pas uniforme. Pour les armes de combat, le dos était épaissi pour la solidité et le bord affiné pour la coupe. Il y avait aussi une soie, la partie attachée à la poignée, qui était recouverte de bois et fixée avec des rivets en métal pour plus de solidité. Il existait des kopechs avec des motifs détaillés, parfois gravés ou décorés. Ainsi, ce n'était pas seulement une arme, mais aussi un symbole de pouvoir. Grâce au commerce et à la guerre, son design s'est répandu dans d'autres cultures. Mais malgré sa popularité, il a peu à peu disparu. À l'âge du fer, le style de combat a changé. Les longues épées droites et les armures plus sophistiquées sont devenues plus courantes. À cause de cela, la forme courbée du kopech n'était plus aussi pratique. 17. Le gladius hispaniensis des Romains. C'est la toute première version de la célèbre épée romaine et l'une des plus importantes de l'histoire. Elle est apparue au IIIe siècle avant notre ère et est basée sur les épées des tribus de la péninsule ibérique. C'est là qu'elle a été vue pour la première fois et plus tard copiée par les Romains. Sa longueur est d'environ 60 à 70 cm. La lame est droite et possède deux bords tranchants. Elle a été conçue pour l'estoc, pas seulement pour la coupe. En étudiant le métal, on peut voir que le tranchant est dur et l'intérieur plus flexible. Un traitement thermique a été utilisé pour le renforcer. La poignée est faite de bois ou d'os, et elle est fixée à la soie par des goupilles métalliques. Elle est souvent utilisée avec le scutum, un grand bouclier romain. Grâce à cela, le soldat peut attaquer tout en se protégeant. C'était leur atout face aux ennemis, misant plus sur les coups de taille que des stocks. La fabrication était standardisée, toute uniforme, rien de bâclé. C'est resté l'épée principale de Rome jusqu'au 1er siècle avant notre ère, avant d'évoluer vers d'autres styles comme Mayence et Pompéi. Mais même si l'apparence a changé, le principe était resté le même, une lame courte, solide et faite pour percer. C'est devenu le cœur du combat romain. Numéro 16. Le Jan en bronze chinois, une épée de l'époque des royaumes combattants en Chine. C'était une période de combat intense avant l'unification de la Chine. De nombreuses épées ont été retrouvées dans des tombes, et étonnamment, elles sont encore en bon état même après des milliers d'années. La lame est droite et possède deux bords tranchants. La longueur varie de 40 à 55 cm, idéale pour une seule main. Elle est fabriquée à l'aide d'un moule, puis martelée et aiguisée pour la renforcer. En étudiant le métal, on a remarqué qu'il contient une forte teneur en étain, ce qui rend la lame très dure. Il y en a aussi qui ont été fabriquées de manière à ce que le tranchant soit plus dur et le centre plus flexible. Ainsi, elles sont solides et ne se cassent pas facilement. Jusqu'à maintenant, elles ont presque l'air neuves. Elles ne rouillent pas et restent tranchantes. Cela montre à quel point la fabrication était soignée et avancée. Grâce à leurs pointes acérées et leurs tranchants affûtés, elles sont idéales pour percer et couper. Une arme équilibrée, simple en apparence, mais efficace au combat. Quand il s'agit du jian chinois, ce n'est pas seulement une arme de combat. Sa poignée possède une garde et un pommeau. Elle est généralement faite de bronze, de bois ou d'os, mais au-delà d'une arme, elle est aussi devenue un symbole de statut. Les nobles étaient souvent enterrés avec leur épée, et ce n'était pas n'importe quelle épée. Il y avait même des décorations comme de la turquoise, du jade et des fourreaux avec un revêtement brillant. Plus tard, à l'époque des dynasties Qin et Han, ils ont commencé à utiliser du fer et de l'acier, qui étaient plus solides que le bronze. À cause de cela, le jian a progressivement disparu des champs de bataille. Mais il n'a pas été complètement oublié. Numéro 15, le xyphos de la Grèce antique. Une épée facilement reconnaissable à sa forme de feuille. Elle a été utilisée du 8e au 4e siècle avant notre ère. Elle servait d'arme secondaire lorsque l'arme principale ne pouvait plus être utilisée. Les guerriers grecs appelés hoplites portaient le xyphos comme arme de secours. Lorsque leur lance se brisait ou que l'ennemi était trop proche, ils utilisaient cette épée. Sa longueur était d'environ 40 à 60 cm.
La lame, plus large au centre et affinée vers la pointe, permettait des coups puissants tout en restant assez pointue pour percer. La poignée était au fait de bois ou d'os, des matériaux solides. Elle était fixée à la soie, la partie de la lame qui se trouve à l'intérieur de la poignée. Comme ces matériaux se décomposent facilement, ce qu'on retrouve le plus souvent lors des fouilles, ce sont la lame et les parties métalliques. Elle était prête à être utilisée à tout moment lorsque le combat devenait rapproché. Dans la formation appelée phalange, les soldats étaient insérés les uns contre les autres et bougeaient en synchronisation. La lance était l'arme principale. Mais quand la bataille devenait chaotique et tournait au corps à corps, cela devenait crucial. L'équilibre, la puissance et le contrôle étaient alors soigneusement étudiés. Au IVe siècle avant notre ère, d'autres épées comme la kopis et la machaira sont devenues populaires. Elles étaient tant plus longues et courbées, idéales pour la cavalerie. Mais malgré cela, le xyphos a continué d'être utilisé pendant longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des épées les plus emblématiques de la Grèce antique. Numéro 14, la falcata, une épée provenant de la péninsule ibérique. Elle est apparue vers le 5e siècle avant notre ère et est rapidement devenue célèbre grâce à sa forme unique. Elle mesure entre 45 et 60 cm de long. La courbure de la lame permet de donner plus de force à chaque coup. Le dos est épais et un seul côté est tranchant. Solide mais pas lourd. Les forgerons combinaient divers aciers pour obtenir la dureté et la flexibilité idéales. Certaines épées ont aussi des rainures sur la lame pour les alléger tout en restant solides. Dans les versions plus coûteuses, il y a des motifs en argent et des gravures sur l'épée. La poignée est écourbée vers l'intérieur avec un crochet à l'extrémité. Grâce à cela, elle ne glisse pas facilement de la main même lors de coups puissants. C'est aussi un symbole de pouvoir et de statut. On peut le voir dans les gravures et les statues en Espagne où des guerriers tiennent ce type d'épée. Selon Tite-Live et Polybe, son pouvoir de coupe était très puissant. Elle peut couper à travers les boucliers et les armures. Il se peut qu'il y ait un peu d'exagération dans l'histoire, mais des études prouvent vraiment la grande qualité de sa fabrication. Même si les Romains ont imité certaines techniques, ils n'ont pas copié le design courbé. Ils ont préféré l'épée droite comme le gladius. Mais malgré cela, la falcata reste l'une des épées les plus uniques et les plus impressionnantes du monde antique. Numéro 13, le warabe du Japon. Il tire son nom de sa poignée qui ressemble à une feuille de warabi bouclée. On les trouve souvent dans d'anciennes tombes, à Honshu et à Kyushu. Elles sont importantes non seulement pour le combat, mais aussi pour la culture et les relations. C'est comme un pont entre les anciennes armes en bronze et les épées japonaises plus avancées. C'est ici que les idées qui seront utilisées pour fabriquer les prochaines épées, comme le katana, ont commencé à se former. Sa longueur est de 40 à 55 cm, coin de ses trois. La base est plus large et elle devient plus étroite vers la pointe. Au début, la fabrication était simple, un forgeage simple à base de fer. Mais avec le temps, la technique est devenue plus avancée. Ils utilisaient le pliage de l'acier et ne durcissaient que certaines parties. Cela était devenu la base de la fabrication des sabres japonais. Ce qui est vraiment unique ici, c'est la poignée. Elle n'est pas séparée, elle fait partie intégrante de l'acier. Et la pointe est comme enroulée ou recourbée, ce qui est différent des autres épées. Il y a aussi des lames qui ont une rainure ou des cannelures à l'arrière. Cela aide à alléger l'épée sans en diminuer la solidité. Certaines possèdent également des décorations comme de l'argent, des garnitures en bronze et des gravures. Cela montre que même à l'époque, on ne pensait pas seulement à l'utilité mais aussi à l'apparence. Au fil du temps, le Japon a développé son propre style. Peu à peu, ils ont exploré la courbure de la lame qui est devenue importante dans les siècles suivants. Au VIe siècle, cette arme a également disparu. Il a été remplacé par des épées comme le chokuto et le tachi, plus longues et plus courbées. Mais même s'il a disparu, il a joué un rôle important dans l'histoire. Numéro 12, la kinakès de Perse. Une épée courte ou une grande dague portée par les nobles, les officiers et les gardes royaux de l'Empire achéménide. Sa longueur varie de 35 à 50 cm. Il possède une nervure centrale, la partie surélevée au milieu, pour renforcer la lame. Dans les premières versions, il était simplement fabriqué en acier. Mais plus tard, il est devenu plus avancé, les métaux ont été superposés et la lame a été durcie. La pointe a également été renforcée, ce qui la rend très efficace pour les coups d'estoc, surtout à courte distance. La poignée a un design particulier. Souvent, il y a 3 bosses à l'extrémité et une courte garde légèrement courbée vers la lame. Elle est fabriquée en acier, en bronze ou parfois en bois et en os. Les versions luxueuses incluent parfois des décorations en or, en argent ou des incrustations. La manière de la porter est aussi particulière.
différente du style habituel des autres cultures. Cela montre que ce n'est pas seulement une arme, mais aussi un symbole de rang et de pouvoir. Ce n'est pas une arme principale pour la guerre. Les Perses ankélés sont réputés pour l'arc et la puissance. Cette arme ne servait donc que d'arme de secours en cas de combat rapproché. Son fourreau est souvent décoré avec des gravures, des motifs et parfois des images d'animaux. Il y a aussi des anneaux pour l'accrocher à la ceinture. On pense que son design vient du Caucase et d'Asie centrale avant d'être utilisé par les Perses. Après la chute de l'Empire, il a également disparu petit à petit. Il a été remplacé par des épées plus longues venant du monde hellénistique. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'une des armes les plus connues et les plus élégantes de l'ancien Moyen-Orient. Numéro 11, l'épée Ulfbert des Vikings. Plus de 170 exemples de cette épée ont été trouvés en Scandinavie, en Allemagne, en Finlande et en Russie. Elle mesure entre 85 et 90 cm de long. Elle possède 2 bords tranchants et des rainures sur la lame pour l'alléger sans perdre en solidité. Quand il s'agit de l'épée Ulfbert, c'est là que les choses deviennent vraiment particulières. Ce n'est pas seulement l'apparence, mais aussi la qualité de l'acier. Selon les experts, beaucoup de ces épées sont fabriquées en acier au creuset, un acier produit à température contrôlée. Le métal est pur, le mélange est homogène et il est extrêmement solide. À l'époque, la plupart des Européens utilisaient seulement de l'acier ordinaire. Mais dans ces épées, la teneur en carbone est élevée, elle est presque comparable à celle d'un acier plus moderne. Comme il y a peu d'impuretés, il est plus solide et ne se casse ni ne se plie facilement. Alors que d'autres épées vikings devaient encore être renforcées par forgeage, l'Ulfbert était déjà solide grâce à sa qualité. Le nom Ulfbert gravé sur la lame est censé être celui d'un maître forgeron ou d'un atelier célèbre. Mais comme il est devenu célèbre, d'autres l'ont imité aussi. Il existe des épées portant le même nom mais de qualité inférieure. Donc, toutes celles qui portent le nom Ulfbert ne sont pas originales. Sa poignée a un design typiquement viking. Il y a une garde droite et le pommeau peut être rond ou en 3 parties. La poignée est en bois recouverte de cuir ou de tissu. Il y a aussi des fourreaux faits en bois, doublés de laine et recouverts de cuir pour protéger la lame. On les trouve souvent dans les tombes de riches guerriers, accompagnés de leurs boucliers et de leurs lances. D'autres proviennent des rivières, ce qui laisse penser qu'ils faisaient peut-être partie d'un rituel ou d'une offrande. La vérité est simple, c'était l'une des épées de la plus haute qualité de l'époque, grâce à l'excellence des matériaux et du savoir-faire. Le Dao de la dynastie Han de Chine, une épée à un seul tranchant qui est ensuite devenue l'arme principale de la Chine. Au début, les épées à double tranchant comme le jian étaient les plus courantes, mais à mesure que la fabrication de l'acier progressait, les guerriers sont passés au Dao. Sa longueur habituelle est de 60 à 90 cm. Il a un tranchant acéré et un dos épais. Beaucoup de Dao étaient fabriqués en combinant différentes couches d'acier pour les rendre plus solides. La poignée est généralement en bois. Parfois du cuir ou de la corde est enroulée pour une meilleure prise. Une garde et un pommeau en bronze ou acier complètent l'ensemble. Sa solidité le rend adapté aux longues campagnes. Avec le temps, son response et son apparence a également changé. D'une lame droite, elle est progressivement devenue courbée. En même temps, les tactiques de guerre en Chine ont aussi évolué. La cavalerie est devenue plus importante, c'est pourquoi le Dao convient aux attaques rapides à cheval. Il est plus efficace pour les grandes armées. Avant la fin de la dynastie Han, c'était déjà l'épée principale de la Chine. Numéro 9, les copies de la Grèce antique. Elles ont été utilisées du 6e au 3e siècle avant notre ère par les Grecs et d'autres guerriers de la Méditerranée. Elles mesurent entre 48 et 65 cm de long. Ce qui la rend unique, c'est sa forme. L'avant de la lame est plus lourd, ce qui rend chaque coup plus puissant. Elle a une lame courbée, ce qui permet de faire des coupures profondes et contrôlées. Elle est fabriquée en fer et parfois mélangée avec de l'acier primitif. Dans certaines versions, le tranchant est dur, le dos plus flexible, et la poignée aussi est unique. La garde est restée courbée vers le bas avec un crochet au bout pour empêcher l'arme de glisser, ce qui est crucial en combat au rapproché. La poignée, en os ou ivoire, est fixée par des rivets métalliques. Certaines présentent des décorations comme des garnitures en bronze ou des gravures. C'est comme un mélange de copies et d'une épée locale. Avec le temps, 2022, son utilisation a aussi diminué. Elle a été remplacée par des épées plus droites comme le gladius des Romains. Mais même si elle a disparu, l'idée de la lame courbée a perduré. On la retrouve dans les épées suivantes comme la falcata et le shamshir perse.
Number 8, ang spada ng mga C'est l'épée qui a remplacé le gladius comme arme principale de Rome. Elle a été utilisée du 2e au siècle de notre ère, lorsque l'Empire romain s'étendait. Au début, elle s'inspirait des épées plus longues des Celtes et des Germains. Elle était plus longue que le gladius, mesurant généralement entre 70 et 90 cm. La lame est droite avec 2 bords tranchants. Plus tard, elle fut fabriquée en superposant plusieurs couches d'acier pour plus de solidité. Le tranchant est durci tandis que l'intérieur reste flexible. Ainsi, elle est à la fois tranchante et difficile à casser. La poignée est simple mais efficace. Il y a une garde courte, un pommeau rond ou plat et une poignée en bois fixée à la soie. Le fourreau est en bois avec du cuir et du métal. Au début, il était utilisé par la cavalerie car sa portée était plus longue. Mais plus tard, l'infanterie l'a aussi utilisé. Des épées ont aussi été retrouvées dans des lieux possiblement liés à des rituels ou à des offrandes et dans les tombes de riches guerriers. Numéro 7. Le taloir de l'Inde. Il est devenu célèbre à l'époque des Moghols et des Rajputs, mais une version antérieure est apparue entre le XIIIe et le XVe siècle de notre ère. La lame n'a qu'un seul tranchant et une courbure légère. Elle est adaptée pour des coups rapides et puissants. Sa longueur varie de 70 à 85 cm². Elle est fabriquée en acier de haute qualité, à la fois solide et tranchant. Des voyageurs venus d'Arabie, de Perse et d'Europe ont loué sa qualité. La poignée a un design unique, elle possède un pommeau rond pour éviter qu'elle ne glisse de la main et une garde courte légèrement inclinée vers le bas. Certaines poignées sont faites en laiton ou en acier et sont décorées avec de l'or ou de l'argent. 6. Le jian de la dynastie Tang en Chine mesure généralement entre 70 et 90 cm de long. Il a été fabriqué en utilisant des techniques plus avancées de travail de l'acier. Le métal est plié pour égaliser le carbone et éliminer les impuretés. Même sans être plié des milliers de fois, cela suffisait pour obtenir la bonne qualité. Il possède une garde et un pommeau fait de bronze, de fer ou d'acier. Sur certaines épées, il y a un anneau rond à l'extrémité. C'était un design bien connu de l'époque. Les épées des personnes de haut rang étaient décorées d'or, d'argent ou de jade. Elle était utilisée à la fois par l'infanterie et la cavalerie. Avec le temps, le style de guerre a changé. La cavalerie est devenue plus importante. À cause de cela, le dao est devenu plus pratique. C'est une épée courbée avec une coupe plus puissante. Elle a progressivement remplacé le jian sur le champ de bataille. Mais elle n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue un symbole de sagesse et de discipline, et elle est souvent associée aux érudits et aux arts martiaux. Le pujo des Romains. Il mesure entre 18 et 28 cm de long. Au début, ils utilisaient le bronze, mais plus tard, ils sont passés au fer et à l'acier pour plus de solidité. La poignée est faite de bois ou d'os et fixée à la soie à l'aide de rivets métalliques. La garde et le pommeau sont généralement en bronze ou en fer et sont souvent gravés. Pour les personnes de haut rang, la version est plus détaillée. Il y a des pujos décorés d'argent et de magnifiques fourreaux. Le fourreau possède une armature métallique et des motifs comme des spirales et des motifs géométriques. Il y a aussi des anneaux pour l'accrocher à la ceinture. Mais ce n'est pas seulement pour le combat. Cela a aussi une valeur symbolique. Les officiels l'utilisent comme signe de leur autorité. Selon Plutarque, que ce sont des pugios qui ont été utilisés pour l'assassiner. Mais à la fin du IIe siècle de notre ère, ils ont progressivement disparu de l'usage militaire. Numéro 4, l'épée à pommeau annulaire de la Chine datant de la période des royaumes combattants. C'était une époque de guerre intense avant l'unification de la Chine. Son design avait différentes fonctions. Pour l'équilibre, la décoration est comme symbole. Il existait des versions à un seul tranchant et d'autres à double tranchant. Celle à double tranchant ressemblait au jian. L'autre ressemblait à la première version du dao. Elle mesurait entre 60 et 80 cm de long. Pour cette époque, sa fabrication était déjà avancée. On combinait le moulage du bronze et la forge du fer. Sur certaines lames, on voyait les différentes couches superposées. C'est ce qui les rendait solides et flexibles. Beaucoup ont été retrouvés dans les tombes des riches. Elles étaient même décorées avec de l'or, de l'argent et de la turquoise. On les retrouve aussi dans des œuvres d'art anciennes comme des miroirs et des figurines. Numéro 3, le kopis macédonien, une épée courbe utilisée par les guerriers d'Alexandre le Grand. Elle mesurait entre 50 et 70 cm de long. Comme les autres kopis, le poids de la lame est concentré vers l'avant. Cela rend chaque coup puissant, surtout lorsqu'on est à cheval. Le dos de la lame est épais et le tranchant est courbé. Cela permet des coupures profondes et contrôlées. Elle était connue dans différentes régions. On la compare souvent à la falcata, mais elles ont des origines différentes. Le kopis est plus fin et mieux adapté à la cavalerie, tandis que la falcata est plus lourde et convient mieux à l'infanterie.
Plus tard, elle a également été remplacée par d'autres épées comme le xiphos. Mais les lames courbées sont restées populaires auprès de la cavalerie dans différentes parties du monde. Numéro 2. Le Dao de la dynastie Song de Chine. Ils utilisaient une technique où le tranchant était dur et le dos flexible. Différentes couches d'acier étaient également combinées pour renforcer l'épée. Elles existent sous plusieurs formes, droite, légèrement ou très courbée pour la cavalerie. La poignée est généralement octogonale ou ovale, recouverte de cuir ou de corde. Chez les plus riches, il y a même des décorations comme des motifs de dragon, symbole de pouvoir. Numéro 1, le tachi du Japon. Il est apparu pendant la période Heian, de 794 à 1185 de notre ère. C'est à cette époque que la fabrication des épées au Japon a commencé à devenir avancée. Elle mesure entre 70 et 85 cm de long. Elle possède une courbure prononcée, contrairement aux anciennes épées droites. Cette courbure a été conçue pour la cavalerie, afin de faciliter la coupe en étant à cheval. La technique la plus importante ici est la trempe différentielle. On applique de l'argile au dos de la lame avant de la chauffer. C'est pourquoi le tranchant est dur et aiguisé, mais le dos reste flexible. Il y a aussi une combinaison de différents types d'acier pour obtenir la bonne solidité et flexibilité. La poignée est faite en bois enveloppé de cordes ou de cuir. Le fourreau, quant à lui, est fabriqué en bois laqué, parfois avec des décorations supplémentaires. Le tachi a été le début de la tradition des sabres courbés au Japon, qui a ensuite évolué pour donner le katana. Ce n'est pas seulement son apparence, mais aussi sa technologie et son histoire. Cela montre à quel point l'homme est habile et intelligent dans la fabrication des armes.